Sous la charpente boisée d'une petite masure cossue de l'Angleterre élisabéthaine, quelque part à la fin du XVIe siècle, William Shakespeare jette les dernières arabesques d'encre qui viennent achever le tragique récit des amants de Vérone. Satisfait de son accouchement littéraire, le jeune barde s'apprête à éteindre la douce chandelle qui l'accompagnait dans ses tribulations créatives de sa lueur complice. Mais alors que la nuit avancée s'apprête à recueillir les songes du dramaturge, voilà que l'air se compresse, se tord et se noue, emporté par une torsion de la réalité, faisant croire à l'écrivain fourbu qu'il a peut-être déjà rejoint les bras de Morphée. De cette déchirure du réel jaillit un énergumène à l'accoutrement étranger à toute civilisation connue. « Mais qui êtes-vous » demanda l'auteur en vieil anglais. « Qu'importe mon nom, Guillaume, je viens d'une autre dimension et je suis venu t'arrêter » s'écria le fantasque intrus en brandissant un mousquet diabolique forgé dans quelques contrées barbares d'où il était venu. « Le théâtre, c'est de la merde, c'est élitiste et c'est chiant. Que nenni, j'essaie justement avec mes pièces de faire... » Hélas, le Stratfordien ne put terminer sa dernière réplique, transformé séant en un tas de cendres muettes. La charmante maison, comme son illustre occupant, fut réduite à quelques morceaux calcinés, et l'œuvre qu'elle avait vue naître, si elle survécut à l'incendie, fut mutilée à jamais, les flammes ayant dévoré goulûment la plupart des scènes de l'acte 4 et 5. Ce ne fut que quelques siècles plus tard que des étudiants en lettres d'une université parisienne retrouvèrent le manuscrit meurtri. Convaincus du potentiel de la pièce, ils entreprirent de combler les passages manquants grâce au terreau fertile de leur imagination galopante, adaptant même quelques répliques intactes pour les besoins de la cohérence. Ainsi, suite au bannissement de Roméo, Juliette avait été plongée dans un sommeil profond suite à l'attaque importune de ninjas adeptes de poison de deuxième main. La fin de l'histoire, elle, était restée la même, fidèle à son créateur. Mais dans ce groupe de chirurgiens théâtraux, nous voit Selva, faiblarde. Mais enfin les gars, on peut pas appeler ça Roméo et Juliette. C'est certainement pas la vision de l'auteur. On devrait au moins appeler ça Roméo et Juliette contre les ninjas. Loin d'être interpellés par cette insolente exigence de nuance, les étudiants se rebiffèrent d'une voix unanime. Ferme ta gueule! Jetez-lui des amphithéâtres! Et c'est ainsi que vint au grand public la formidable comédie tragico-romantique Roméo et Juliette. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi le match c'est peut-être un petit peu Roméo et Juliette contre les ninjas. Donc si vous pensez tout connaître sur le format, attendez-vous à quelques surprises. Alors accrochez-vous bien à vos claviers et mettez bien vos scratchs. Aujourd'hui, on va parler du match. Format ultra dominant dans le paysage francophone de l'impro, on pourrait même presque dire que le match est surreprésenté tant il est devenu synonyme de la discipline. Et pour cause, il a longtemps été le seul format joué au Québec avant de traverser l'Atlantique pour coloniser l'Europe. Notez donc que l'impro s'exporte mieux que la poutine, ce qui en dit long sur le plus russe des plats québécois. Toutefois, ce voyage ne se fera pas sans heurts. En effet, le match tel que pratiqué en France est très différent de sa forme d'origine. Je vais donc vous le présenter sous son visage canonique québécois, et je vous indiquerai les adaptations ou les ajouts qui viennent de l'Hexagone. Mais pour l'instant, je vous invite à vous dire je me souviens, et à vous plonger dans les règles de l'art du match, en déterrant le caribou sur les racines de l'arbre de l'impro, et cette image ne va nulle part. Le match est un format inspiré du hockey sur la glace. Il fut d'ailleurs un temps question de l'adapter du Monopoly, idée qui fut bien heureusement rejetée. Prochaine impro à la manière de l'avenue Mozart. Ok, vas-y, je la prends. Passe-moi mon serre-tête et mon sac à messe. Inspiré donc du hockey, le match est une rencontre entre deux équipes de 6 joueurs exactement, qui doivent comprendre exactement 3 femmes et 3 hommes. Même si on voit aussi des 4 contre 4 dans les ligues professionnelles, et même très exceptionnellement des 1 contre 1. Chaque équipe a un capitaine et un assistant capitaine. Le match est donc un format compétitif et même concurrentiel, puisqu'à la fin de chaque scène, le public vote pour l'équipe qu'il a préférée, la majorité du suffrage donnant 1 point à l'équipe en question. Une bien belle leçon de démocratie donc, sur laquelle on reviendra. Les joueurs portent des maillots de hockey avec un numéro et leur nom, et ont parfois un coach qui ne joue pas mais conseille l'équipe. On a bien évidemment aussi un arbitre, aussi affectueusement appelé le zèbre. Parce que l'arbitre il est... Je vous adore. Arbitre dont le rôle est de donner les défis que vont constituer les scènes, de siffler les pénalités et de compter les votes du public à l'aide de 2 assistants. On a bien évidemment un maître de cérémonie, ascendant chauffeur de salle, et parfois un musicien improvisateur. Enfin, on ne joue pas sur une scène classique, mais sur une patinoire. Oh, madame, vous êtes bien de bonne aloi ce matin. Une fausse patinoire évidemment, sinon c'est complètement con. La patinoire, ou patoche, est représentée par 4 bords munis d'une porte. Et ça, c'est la première grande rupture de ce format. On ne joue pas comme au théâtre classique, mais comme au cirque, ou comme dans les stades. Car le public est tout autour, même si en général, c'est plus 3 bords que 4 qui sont réservés au public. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça peut rendre des acteurs classiques complètement fous. Un match se déroule en 3 périodes de 30 minutes avec 10 minutes de pause au milieu. En France, on a plutôt tendance à faire demi-temps de 45 minutes. Parce que le foot. Au début de chaque impro, l'arbitre va tirer une carte dans un tonneau qu'on appelle aussi le barillet. Cette carte va donner les 5 composantes de la scène à jouer. Le titre, aussi appelé le thème de l'improvisation, toujours donné par l'arbitre, même si de nos jours, on demande parfois un thème au public. Parce que tu comprends, hein, le public s'il donne pas un thème, il peut croire qu'en fait c'était trop pas de l'impro, et que les joueurs ils connaissaient le thème à l'avance, ouais. Et puis le public donne toujours des bons thèmes. Banane, la cacahuète de l'espace,
La banane de l'espace aussi. Public, je t'aime, mais je t'invite à t'interroger sur le potentiel qualitatif d'une scène basée sur l'association d'amour random et de l'espace tout de suite derrière. Le nombre de joueurs autorisés pendant la scène, limité, 1 par équipe, 6 par équipe, etc. Sa durée, qui peut aller de 30 secondes jusqu'à une quinzaine de minutes. La moyenne est en général de 3 minutes, la durée est respectée exactement, que l'impro soit finie ou non, l'arbitre sifflera à la seconde près. Toutefois, de nos jours, on a tendance à être plus souple, il existe par exemple une variante où l'arbitre peut dire durée courte, durée moyenne ou durée longue. L'arbitre siffle donc à la fin de l'impro quand il le juge opportun. La catégorie, qui à l'origine était souvent une contrainte théâtrale, ce sont les fameuses scènes à la manière de, les chansons improvisées, les scènes sans parole, etc. Notez aussi que la catégorie peut être libre, c'est-à-dire que les joueurs font ce qu'ils veulent. De nos jours, les catégories sont légion et peuvent aussi être des jeux. Et enfin, sa nature, comparée, une équipe joue puis l'autre dans les mêmes conditions, ou mixte, c'est-à-dire que les deux équipes jouent ensemble. Notez d'ailleurs que dans les 15 dernières minutes du match, toutes les impros sont tirées dans un bocal spécial où il n'y a que des impros mixtes et de moins de 8 minutes. Une fois ces données établies, les joueurs ont exactement 20 secondes de caucus, pendant ce temps les équipes vont réfléchir à leur scène en décidant qui la joue et éventuellement trouver un point de départ ou un point de chute. Si la scène est comparée à la fin du caucus, les capitaines de chaque équipe se retrouvent au centre de la patinoire pour jouer à pile ou face sous la direction de l'arbitre. Le gagnant décide qui c'est qui commence en prompt et qui c'est qui va en deuxe. Il est bien évidemment strictement interdit de poursuivre son caucus pendant que l'autre équipe joue. Ensuite, on joue la scène qui s'arrête à la fin du temps exact. Ou pas. Là, je vais vous demander un petit effort parce qu'il y a quelques subtilités. Donc, ours avec moi. Si pendant l'impro on touche à la fin des 30 minutes réglementaires du tiers-temps, l'impro est arrêtée en plein milieu et reprendra exactement là où elle s'est arrêtée, après la pause de 10 minutes. Et s'il est interdit de caucusser pendant que l'autre équipe joue sur une comparée, rien interdit de caucusser pendant ces 10 minutes de pause. Toutefois, s'il reste moins d'1 minute dans l'impro, on laisse les joueurs finir leur scène, ce que signale le MC par un carton blanc. Et si on est à la fin de la 3ème période, on laisse l'impro se dérouler jusqu'au bout, quel que soit le temps restant. Voilà, alors en France on s'en bat l'œuf, on y va complètement au feeling pour la gestion du temps, mais gardez ça en tête pour la suite. Une fois l'impro jouée, c'est le moment tant redouté des joueurs, le moment où l'arbitre siffle les éventuelles fautes qui n'ont pas été sifflées pendant l'impro. Et il les siffle grâce à un charmant petit gazou. C'est ça un gazou. Ces pénalités sont là pour sanctionner les comportements qui sont dommageables à la scène et au spectacle. Ces fautes sont de 3 types, les fautes de procédure, de jeu ou de comportement. Alors il y en a 16 en tout, mais comme j'en ai déjà abordé certaines via l'épisode sur les mécanismes de peur, je vais me contenter d'aborder celles dont je n'ai pas encore parlé. Et comme le match est inspiré du hockey, chaque faute est associée à un geste. On a donc le retard de jeu par rapport au déroulement du spectacle, le nombre illégal de joueurs par rapport à ce qui avait été annoncé, l'accessoire illégal, c'est-à-dire qu'on a le droit d'utiliser ses chaussures, son pantalon, son maillot, mais si j'ai le droit d'avoir des lunettes sur scène évidemment, je n'ai pas le droit de les utiliser comme un accessoire, parce que ce serait jugé comme un avantage par rapport à ceux qui n'en ont pas. et la procédure illégale. Alors ça c'est une faute un peu fourre-tout, c'est le non-respect des règles exactes que j'ai énoncées auparavant. Donc par exemple, ne pas avoir le même nombre d'hommes et de femmes dans une équipe, ou caucusser au-delà du temps réglementaire. On retrouve le retard de jeu, cette fois par rapport à la scène elle-même qui traîne en longueur par exemple. L'accessoire illégal, si par exemple on pose une porte virtuelle et qu'elle n'est pas respectée par la suite. On a aussi le cabotinage ou surjeu comique, le non-respect du thème ou de la catégorie, le cliché. Faute très mal comprise en général le cliché. On entend souvent « Ouais, le cliché en fait c'est quand t'as pas le droit de dire des marques ». Alors le cliché c'est pas ça, c'est l'utilisation abusive d'une référence pour obtenir un effet comique. Genre faire référence à une blague qui a déjà été faite pendant le spectacle, ou utiliser une référence de pop culture, genre faire la voix de Dark Vador. En match, on estime que c'est trop facile de se faire aimer du public et de gagner le point comme ça, du coup c'est sanctionné. Mais on a tout à fait le droit de dire « On se retrouve au McDo ?» Parce que c'est pas une blague en soi, qu'est-ce que vous voulez dire à la place? On se retrouve dans une chaîne de restauration rapide? Non. Le décrochage, c'est-à-dire que l'on sort de son personnage subitement. On est au théâtre bordel, restez dans vos personnages. La confusion, aussi appelée faute de on comprend rien, c'est le sbeul, le manque d'écoute. En effet, il est interdit d'oublier des informations importantes de la scène, ou de ne pas réagir à ce que créent ou ce que nous donnent les autres joueurs pendant l'impro. On peut même d'ailleurs des fois ne pas s'écouter soi-même, cette faute est donc tout à fait sifflable sur une impro solo. Le refus de personnage. Alors faute là aussi un petit peu subtile, c'est quand on refuse le personnage d'un autre, je suis ta mère. Non, t'es pas ma mère. Bon bah ok. Ou alors quand on résiste soi-même à son personnage ou à celui qu'il serait nécessaire d'interpréter. C'est-à-dire qu'on va pas définir son personnage assez clairement ou assez rapidement, ou alors on va refuser de venir sur scène quand les autres joueurs nous appellent, ou alors soudainement pendant la scène on va en changer, sans raison apparente, ou alors on va arriver avec un personnage complètement what the fuck qui n'a rien à voir avec la scène. La rudesse excessive, aussi appelée rudesse, ou la faute de va te faire foutre. Alors évidemment ça sanctionne la violence physique réelle, mais aussi les comportements qui détruisent les idées des autres ou les empêchent de jouer. Mon idée, elle est mieux!
Et enfin les fautes de comportement qui comptent double. Alors là ça devient très grave. On a l'obstruction, la mauvaise conduite, qui correspond à un carton jaune adressé directement à un joueur. D'ailleurs toutes les fautes peuvent se transformer en carton jaune si l'arbitre le décide. C'est ce que l'on appelle les fautes individuelles, contrairement aux fautes dites d'équipe. Et la punition de match, alors là c'est le carton rouge. On renvoie le joueur au vestiaire, dans les cas les plus graves on peut même exclure le joueur de plusieurs matchs ou d'une ligue tout entière. Bien évidemment, c'est extrêmement rare. Si une équipe à cause d'un ou de plusieurs joueurs en moins ne peut pas assurer une scène qui nécessite par exemple 6 joueurs, eh bien elle ne la joue pas et perd immédiatement le point. Ça déconne pas, hein. Il existe une dernière faute, la majeure. Toutes les fautes que j'ai citées précédemment peuvent être majorées, c'est-à-dire qu'elles comptent double, comme au Scrabble. C'est aussi une façon pour l'arbitre de dire aux joueurs « Eh les gars, écoutez-moi un peu plus ». Voilà, alors je sais que ça fait beaucoup, mais ça explique pourquoi parfois à la fin d'une impro, l'arbitre, eh ben, il danse. Et le joueur de Go a tout à fait obstrué ça en disant non, ce sont mes frères. C'est de l'obstruction, c'est une majeure. Vous savez, attendez. Le capitaine de l'équipe concernée peut demander réclamation auprès de l'arbitre pour n'importe quelle faute. Mais comme au foot, ça aboutit rarement. Pourquoi c'est important? Parce qu'au bout de 3 fautes accumulées, l'équipe en question donne un point à l'autre équipe. Une fois les fautes attribuées, on demande au public de voter à l'aide de petits cartons de couleur pour leur équipe préférée. Après un décompte exact des votes, le point est donné à l'équipe gagnante. Et ensuite on enchaîne avec la prochaine impro jusqu'à la fin du temps réglementaire. Si à la fin des 90 minutes il y a égalité, on rentre en temps supplémentaire, on fait un break de 60 secondes exactement et on fait une dernière impro. S'il y a encore égalité, on déclare le match nul. Si on est dans un tournoi, on continue jusqu'à ce qu'un point soit marqué. Attention, en temps supplémentaire, la règle de la mort subite s'applique. Si votre équipe accumule 3 fautes, le match est immédiatement perdu. Donc si vous en aviez 2 avant au compteur, il en suffit d'une pour perdre le match. Voilà, alors ça c'est un match. Mais il y a un dernier élément dont je dois parler et qui fait tout le sel de ce genre de rencontre. Les chaussons, les caoutchoucs, les claques, appelez ça comme vous voulez, il s'agit d'une petite pantoufle que l'on donne aux membres du public pour signaler leur mécontentement vis-à-vis des joueurs. Soit sur une réplique, une entrée, une action, peu importe, ils peuvent à tout moment lancer leurs chaussons sur scène. Et pas dans la gueule, hein, s'il vous plaît, on reste courtois. Pratique hélas tombée en désuétude dans l'hexagone puisque 99% des pantoufles sont désormais réservées à l'arbitre. Ok, ça c'est le format. Et vous comprenez que ce que je mets en avant, c'est surtout sa sophistication et son caractère ultra strict. Et c'est normal parce que c'est toute la philosophie du match. Le match a été inventé au Québec et a été joué pour la première fois le 21 octobre 1977 par une troupe de théâtre expérimental de Montréal qui s'appelle le Théâtre expérimental de Montréal. On attribue la parenté du format à Robert Gravel, Yvon Leduc et Jean-Marc Lavergne. Et non, c'est pas une typo, c'est bien Jean-Marc sans E. Même si Robert, aussi appelé le Grand Bob, restera dans les mémoires comme le popo du truc. Il portera d'ailleurs le maillot numéro 1 pendant toute sa carrière au sein de la Ligue nationale d'improvisation, la LNI. Et lorsqu'il s'éteint le 12 août 96, personne d'autre ne sera jamais autorisé à porter à nouveau le chandail numéro 1. Et je vous ai complètement spoilé la fin du film. Néanmoins, il va laisser derrière lui une nouvelle forme de théâtre qui va connaître un succès fulgurant dans le pays et s'aimer dans toute la francophonie. Il va aussi laisser une troupe qui pète la méga classe encore aujourd'hui, la LNI, qui est la première troupe d'improvisation à avoir représenté un pays tout entier et qui donc est censée être constituée des meilleurs joueurs. Et là, on touche déjà à la philosophie du match, le match c'est fait pour les meilleurs. De base, quand le format a été créé, avec lui la LNI, l'idée était de créer un vrai jeu théâtral où l'impro ne serait plus un outil de travail pour comédiens mais une finalité en soi. Et pour pouvoir faire ça, il fallait rassembler des acteurs professionnels de haut niveau. Des gens capables de jouer du Shakespeare, du Molière et d'affirmer sans trembler des genoux que sans costume, décor ni texte, ils allaient vous faire passer une soirée super de théâtre et que tout manquement à cette prétentieuse assertion pourrait être sanctionné immédiatement par l'ire du public roi. Bref, pour jouer un match, il faut mettre de grandes compétences théâtrales en regard d'une ambition forte avec laquelle on ne peut pas négocier. L'exactitude de la durée des scènes, les fautes, les pantoufles, tout ça c'est là pour mettre une pression colossale aux joueurs pour être certain qu'ils remplissent leur contrat. Et quand je dis les joueurs, je veux bien parler des acteurs. Car dans un match, s'il y a bien une distinction entre le personnage et le joueur, il n'y a pas de distinction entre le joueur et l'acteur, contrairement à ce qui est fait dans le theater sport dont j'avais parlé avant. Pourquoi? Parce que sinon l'acteur, protégé par le bouclier du second degré, ne risque plus rien, donc il peut faire n'importe quoi sur scène. Quoi? Faute de mauvais comportement pour injure? Mais je m'en bats les... Alors il se peut que vous ne soyez pas convaincus, parce qu'on vous a peut-être appris... L'important c'est pas de gagner le match, c'est de faire un bon spectacle. Alors je vais vous apporter non pas une, mais 2 preuves très rapides de ce que j'avance. Et la parole, prenez-la, mon vieux! Donc, on comprendra que ce gros bout de la patinoire est un endroit extrêmement important tactiquement au niveau de la stratégie. Dans cet extrait, le grand Bob nous explique le positionnement optimal sur la patinoire pour gagner le point en étant le plus présent pour le public. Le mec veut vraiment gagner le point, sérieux. Ici, à la Cogip, c'est comme au ping-pong. Et la description de cette scène en temps supplémentaire où l'arbitre siffle la 3e faute consécutive et donc éliminatoire pour l'équipe. Lentement, l'homme zébré se relève, la flûte à la bouche. Il en fait sortir un son affreux. Il roule les bras devant sa poitrine. Son index pointe la coupable. Puis plus rien qu'un sourd murmure courant dans les gradins. L'actrice s'est effondrée contre la palissade.
De grosses larmes coulent sur ses joues. Holy shit. Et c'est ça l'ultime idée derrière le match. Si tu te plantes, si tu déçois le public, au moins ta chute, ton désespoir, le malaise de ton irrémédiable humiliation deviendra un temps le véritable spectacle. Un spectacle que le public aura plaisir à voir, aussi déchirant soit-il, puisqu'il viendra compenser celui que tu aurais été incapable de leur offrir quelques minutes plus tôt. La philosophie du match? Go big or go home. Sois gros, rentre à la maison. Alors je pourrais vous parler de plein de choses. Du fait qu'il ne faut pas monter à 6 dès le début de l'impro, de pas croiser la patinoire avant d'avoir compris le caucus de l'autre, parce que s'il voulait mettre en place une piscine et que toi tu cours dans ta cuisine, ça va être compliqué de connecter les deux réalités. Pas impossible mais compliqué, et ça risque de vous faire perdre du temps. 2. Qu'est-ce que c'est-il un bon caucus en mixte? Un bon caucus c'est pas... Ok, alors t'es un soldat allemand pendant la Première Guerre mondiale, t'es unijambiste et ta mère était une prostituée. Allez, vas-y. Ben vas-y toi-même. Un bon caucus, c'est d'abord dire qui va sur scène et ensuite de donner quelque chose d'un peu ouvert, être intrigué, amoureux, avoir une démarche particulière, chercher un objet, etc. Après, on fait comme on peut, hein. Nous, quand on n'avait pas de caucus, on faisait du café. Ou des manières de caucuser en comparé. En scène comparée, en général, convenez de la fin de votre scène. Comment aborder les différentes catégories. Genre, en impro chanté, il faut pas direct chanter le thème donné, mais l'amener un peu plus tard, sinon tu vas bloquer. Improvisation chantée ayant pour thème les pigeons. Ah, les pigeons. C'est des pigeons. Mais j'ai pas le temps d'aborder toutes les catégories, et vous comprenez surtout qu'après ma description un petit peu effrayante, j'en conviens, de la philosophie du match, il m'est difficile de vous dire comment faire un bon match, parce que de quel match on parle? Est-ce qu'on parle du match inventé par la LNI ou de la version française qui a débarqué chez nous en 81 et qui a subi moultes évolutions qu'on pourrait même qualifier pour certaines de dérives? En effet, si on regarde aujourd'hui, on a 2 mi-temps, on siffle très peu les fautes, les contraintes de temps sont devenues beaucoup plus souples, et les chaussons sont pour l'arbitre. On est donc en droit de se demander, est-ce que c'est toujours le format du match? Et pour répondre à ça, il faut répondre à une autre question. C'est quoi un format? Alors la littérature foisonne sur le sujet, mais pour adresser notre problème, il y a une clé qui me semble essentielle. Un format est la conjonction d'une structure théâtrale et d'une posture artistique. Dans la Harold par exemple, la structure est simple, une intro et 3 bits intercoupés de jeux. Et la posture, c'est la philosophie du long form, le groupe Mine, If This Then What et toutes ces conneries. Sauf que dans le Harold, structure et posture sont tellement intriquées qu'elles en deviennent indissociables. Essayer de raconter des histoires, c'est plus un Harold. Enlever un beat, c'est plus un Harold. C'est pour ça que tout changement dans la structure du Harold accouche forcément d'un autre format avec un autre nom. Même posture, mais format différent. Et c'est cette intrication qui rend le format incorruptible. Ça, et parce que la posture dépend du groupe et non pas d'individus. Donc s'il y en a un qui fait n'importe quoi, les autres peuvent compenser. Et c'est d'ailleurs probablement ce caractère inoxydable et cette posture forte qui explique le succès du format à l'international. Tandis que le match, comme le theater sports, sépare nettement structure et posture. Par exemple, dans un theater sports, si les juges font n'importe quoi en mettant des 5 tout le temps, en tuant jamais les scènes nulles, ben ils respectent pas la posture artistique et la philosophie du bousin. Mais la structure n'en souffre pas. Donc au mieux, on est face à autre chose, un autre format. Au pire, on est face à un theater sport qui a été corrompu par quelques individus. Et du coup, on a le même écueil avec le match. La structure est à peu près la même, mais la posture a radicalement changé. Et vers quoi est-ce qu'elle a changé? On a voulu rendre le match accessible au plus grand nombre. Et pour faire ça, il a fallu évacuer son exigence de professionnalisme. Le match a donc été amateurisé au point de devenir amateurisant. La posture est devenue imposture. Et elle est là la charge de scandale qui fait pleuvoir pas mal d'encre virtuelle dans le milieu de l'impro. Si les premières troupes sorties de la Ligue française d'improvisation, la LFI, ont grandi dans le sillon de la LNI, force est de constater que le match, porte-étendard de l'impro pendant longtemps, s'est fait phagocyter par son cousin amateur. Genre, est-ce que vous savez si la France a gagné le dernier mondial d'impro? Eh ben, il y a de grandes chances que vous ne le sachiez pas parce qu'il y a eu multiplication des mondiaux d'impro amateurs et professionnels non officiels. Et mon dieu, ces gens utilisaient Wanadu! C'est un peu comme s'il y avait 4 coupes du monde par an, jamais avec les mêmes équipes, dont 3 qui se passent dans des stades municipaux. Je vous mets quand même les résultats des derniers mondiaux d'impro héritiers du premier tournoi international ever organisé par la LNI. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'au fil du temps a émergé une autre philosophie du match. Et cette philosophie, empreinte de YOLO, on va pas se mentir, elle est devenue la brique de base des troupes françaises. C'est pour ça que 90% des formats ont l'air de se ressembler. Les cabarets, les catchs, les concepts pseudo-révolutionnaires ne sont que des changements de structure, qui pourraient peut-être donner des choses vraiment intéressantes si on exigeait des joueurs la posture que ces formats sont censés incarner. Pour en revenir au match, on peut se demander à partir de quand les évolutions et les adaptations culturelles d'une œuvre, d'un format ou d'une pièce de théâtre sont si grandes qu'on puisse se dire qu'on est face à une autre œuvre. Vaste sujet, auquel j'ai pas de réponse, mais je peux quand même vous donner un élément de réflexion sur l'évolution du match. Certains ont remarqué que je n'ai pas parlé des sacro-saints exercices d'échauffement d'avant-match. Eh bien, c'est parce qu'ils n'existent pas au Québec. C'est une invention française de Jean-Michel Médard et de Jean-Pierre Helbert. L'idée était d'introduire de la méta-théâtralité dans le match. Un terme barbare qui évoque immédiatement la masturbation devant un miroir en tenant Télérama dans l'autre main,
mais accrochez-vous, ça vaut le coup. La métathéâtralité, c'est le théâtre qui parle du théâtre, de ce qu'il fait, de ce qu'il accomplit. Pour cela, on va rendre spectaculaire des choses qui ne le sont pas, pour interroger la fonction du théâtre. L'exemple typique, c'est la course au ralenti. Et ça aurait pu être une évolution du match et un apport français tout à fait louable. On aurait pu remplacer l'exigence de professionnalisme par la métathéâtralité, au lieu de remplacer par... Mais la vie est une fille de joie. Une pute. Et c'est vraiment dommage, parce que pour conclure, parce que j'ai quand même pas été très choucard avec le format jusqu'ici, vertu Dieu, qu'est-ce qu'il a comme vertu? D'abord, quel formidable outil de popularisation de la discipline. Il y a des troupes qui jouent des matchs partout aujourd'hui, dans les collèges, dans les entreprises. Et puis le match, quoi qu'on en dise, ça inculque les valeurs de l'impro. Et comme dit le poète, qu'importe qu'on prenne des vessies pour des lanternes tant qu'elles éclairent bien le chemin. Et puis ça a permis de faire émerger des talents comme Jamel, Sophia Aram, Haroun. Et le match, c'est quand même une superbe leçon de démocratie. Il n'y a pas une seule forme de théâtre qui le fasse mieux. Je veux dire, remplacer règles, joueurs, arbitres, public par constitution, dirigeants, justice, peuple, il y a quand même un sacré parallèle à tracer. Qui pourrait même nous interroger sur ce qu'est une démocratie, questionner son efficacité. Alors je vais peut-être un peu loin pour certains, mais quand même, il n'y a pas grand chose qui forme au principe démocratique tout en se marrant. Alors plus que jamais, allez voir de l'impro. Ou encore mieux, faites-en. Ciao. Je pense que pour le moment, le phénomène de la spontanéité en improvisation, il est typiquement québécois. Il appartient au Québec. Mais il va irradier maintenant. On doit s'attendre à ce qu'avant longtemps, des pays aussi éloignés et aussi bizarres que la Russie, la Tchécoslovaquie, la Pologne, des pays où le théâtre a une tradition de très longue date, vont former des équipes qui voudront se prendre contre nous autres carrément. Imaginez alors qu'une équipe de Japonais parlant non, s'en viennent jouer ici, apprennent à jouer à ce jeu et viennent jouer contre nous. Et le jeu de Hélénie deviendra la source même de la communication entre les êtres à l'échelle de la planète. I come from the villa, never ran. Damn,